Je suis neurologue et je suis responsable avec Monsieur Dartig et Monsieur Rogozo de la consultation mémoire à l'hôpital de Bordeaux, au CHU de Bordeaux. Nous recevons ici des patients se plaignant de la mémoire ou présentant des signes qui peuvent indiquer qu'ils présentent une maladie de mémoire, notamment une démence. Généralement, enfin quand je dis jeunes, en tout cas moins de 80 ans, puis ce sont nos collègues gériatres qui reçoivent les plus de 80 ans. On a une demande qui est quand même assez importante des jeunes pour rassurer certaines personnes qui s'inquiètent que leur trouble de mémoire puisse être dû à un début de maladie d'Alzheimer, puisqu'on en parle beaucoup. Et puis d'autres personnes, souvent un peu plus âgées, qui, elles, présentent déjà des signes plus ou moins avancés de maladie d'Alzheimer et puis toutes les maladies apparentées. Donc en fait, ici, les gens sont reçus par un médecin en première intention et généralement, nous faisons faire ensuite les examens complémentaires, surtout des tests neuropsychologiques qui ont un rôle très important dans le diagnostic, et des examens d'imagerie, en particulier des IRM, et des bilans biologiques, afin de faire un peu le tour de la question. Une fois que les examens complémentaires sont réalisés, on les revoit en consultation pour faire le point, pour annoncer, comme on dit, le diagnostic, enfin en tout cas pour faire le point des résultats. Et généralement, ce sont des gens que nous suivons dans le temps. L'autre activité en dehors du soin, c'est une activité de recherche, notamment de la recherche sur les nouveaux traitements de la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est une part de notre activité qui est assez importante. Recherche donc dans le domaine des nouvelles thérapeutiques et recherche dans d'autres domaines, par exemple, quels sont les signes avant-coureurs, les signes précoces des différents types de démence. On a par exemple une étude Memento qui va s'intéresser à ce sujet. Justement, comment les choses s'articulent? Parce que on fait pas, il n'y a pas une consultation d'un côté, la recherche de, bien sûr, mais enfin, ça s'articule, ça se nourrit. Et alors, comment ça marche ça? Alors, justement, c'est les patients que nous recevons, nous essayons, dans la mesure du possible, de les faire entrer dans la recherche. Ici, c'est une consultation hospitalière. Ils peuvent légitimement s'attendre à ce qu'on leur propose éventuellement des protocoles de recherche. Il y en a qui s'y attendent d'ailleurs, hein. D'autres non. Et personne ne doit participer à la recherche contre son gré, hein. Ça, c'est bien évident. Les gens ne sont évidemment pas pénalisés s'ils ne participent pas. Mais la recherche, c'est un devoir. Comme il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas de cette maladie, qu'on n'en connaît pas encore le traitement optimal, la recherche, c'est vraiment, c'est pour nous un devoir, hein, un devoir. Donc on fait participer les gens que l'on reçoit. Alors il y a une autre source aussi, c'est on est en réseau. Moi je suis responsable du réseau de consultation mémoire en Aquitaine. Et avec les autres consultations mémoire, nous réfèrent des personnes pour la recherche. Ils savent qu'on est impliqué là-dedans, et quand des patients d'autres consultations disent ben, est-ce qu'il n'y a pas d'autres traitements, est-ce qu'on peut essayer un autre traitement, à ce moment-là, ils nous les réfèrent ici à cette consultation, et c'est ainsi que se fait l'interaction entre clinique et recherche finalement. La spécificité de Bordeaux en tant que centre mémoire, ressources et recherche, c'est certainement d'être adossé à la recherche en population. Notre spécificité, c'est ça. Sous la direction du professeur Dartig, il y a des études de cohorte en population, et ça, c'est assez rare
dans les autres centres mémoire, ressources et recherche. C'est une de nos spécificités. Sinon, je crois que comme tous les autres CMRR, on a les mêmes préoccupations de recherche, de sujets jeunes, de diagnostics différentiels. Les autres types de démence que la maladie d'Alzheimer, les démences du sujet jeune, tout ça, ce sont des spécificités généralement des CM2R par rapport aux consultations mémoire de proximité. Ça, mais la grande spécificité régionale, ça reste l'épidémiologie. Les patients jeunes, bien sûr, ne sont pas les plus nombreux. Le gros des maladies dégénératives, des démences, c'est chez les plus âgés, bien sûr. Mais il y a quand même une proportion et un nombre de patients qui nous sont vraiment référés parce qu'ils sont jeunes. Alors la maladie chez le sujet jeune, c'est, comme je dis souvent, c'est la même chose, mais tout est pire. Puisque bien sûr il y a le retentissement professionnel, financier, des enfants qui sont jeunes et une vie de couple qui est vraiment prématurément brisée. Donc ça a un poids évidemment émotionnel vraiment très important. Hein. Pour ces sujets jeunes, il y a des centres de référence en France qui sont à Paris, Rouen et Lille. Pour le moment, on en est beaucoup à recenser les gens jeunes et puis les moyens que l'on a pour s'occuper d'eux, mais c'est un recensement, c'est un début, et justement des moyens, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ces gens jeunes n'ont pas leur place dans les accueils de jour, par exemple, où ils ont 20 ans de moins que la moyenne, et ils se vivent extrêmement mal dans un milieu de vieillards. Il n'y a pas donc de lieu d'accueil de jour spécifique. Pareil pour quand ils sont encore plus malades, l'accueil définitif en maison dite de retraite. Mais là, c'est la même chose, même s'ils sont très malades, ils sont quand même nettement plus jeunes et ils ne s'intègrent pas, ils n'ont pas les mêmes besoins et pas la même mobilité que les patients plus âgés. Donc il est certain que ce sont notamment des lieux d'accueil. Encore une fois, même au stade modéré de la maladie, ils auraient besoin d'être accueillis à la journée pour soulager le conjoint qui bien souvent continue à travailler et ne peut pas s'occuper vraiment de la personne malade. Donc des lieux d'accueil à la journée, à la semaine aussi également, pour permettre aux conjoints de partir. Ça, ce sont des choses qui sont encore à développer. Mais ça pose des problèmes parce que les patients jeunes, encore une fois, ne sont pas nombreux. Ils sont donc dispersés sur le territoire. Donc, où mettre vraiment ces accueils? Vous ne faites pas un accueil de jour à plus de 20 km de votre domicile. Ça n'a pas de sens. C'est donc d'ailleurs pour ça qu'on imagine que c'est probablement plus pertinent de faire des accueils temporaires. Vous voyez, sur plusieurs jours, de façon à ne pas faire ces allers-retours si vous êtes à distance. Bon, ce sont des choses très, très pratiques et très concrètes, mais finalement quand même très importantes. Donc ça, ce sont des choses, on en est à faire le bilan plutôt de l'existant, en espérant que ça va déboucher sur quelques solutions, mais qui seront forcément un peu imaginatives. Il faut imaginer d'autres choses que pour des populations plus âgées et plus nombreuses. Il faudrait des maisons. Moi, j'ai vu une psychologue l'autre jour qui imaginait elle aussi quelque chose comme ça, et j'étais tout à fait d'accord avec elle. Une maison un peu en dehors de la ville, mais plus sur un format de maison qui accueillerait de façon temporaire les patients jeunes. Une structure pas très grande, mais de toute façon, il n'y a pas de nécessité que ce soit très grand. Et ça serait plutôt beaucoup mieux d'ailleurs, et c'est mieux que ce soit plus petit, plus réduit, plus convivial, pour que, et une structure qui ne soit pas, comment dire, qui soit plus un lieu de vie. Bon, bien entendu, il ne faut pas négliger le fait que ce sont des maladies graves. Au bout d'un moment, vous êtes lourdement médicalisé. Mais avant cette période, vous avez des mois et des années durant lesquels vous bénéficieriez, je pense, en tant que malade jeune, de lieux comme ça un peu
pas encore trop médicalisés, conviviaux, petits, et dans lesquels vos capacités conservées sont mises sont stimulées, mais dans lequel on ne méconnaît pas aussi les incapacités liées à la maladie. Mais là, il faut un peu d'imagination. Oui. Ce que j'attendrais de plus, c'est que d'une façon générale, les malades soient plus intégrés dans la société. Alors ça, franchement, c'est pas une chose qui est spécifique à nos pathologies. Mais c'est vrai que être dans l'humeur de supporter les gens différents, y compris au restaurant, dans les supermarchés, etc., ça c'est sûr que ce serait un progrès de société très important, hein, de mon point de vue. Je vois bien, nos patients sont lents. Ils ne voient pas toujours ce qui est à côté d'eux. Ils ont mille occasions de se faire bousculer quand ils sont dans la ville avec les autres gens. Et ça c'est voilà, ce serait mon vœu, c'est que la société d'une façon générale intègre, accueille et de façon plus patiente et plus compréhensive les gens vraiment différents. Alors, c'est vrai qu'on a un problème particulier avec nos pathologies, c'est que ça ne se voit pas, et ça se voit encore moins chez les jeunes. Hein. Une personne en fauteuil roulant, euh, les, les, l'environnement social va y être plus attentif. Mais finalement, un patient qui en réalité voit, entend et parle mal sans que cela soit perceptible par l'extérieur, lui, ou a quelques troubles du comportement ou du caractère, c'est beaucoup plus difficile à accepter et à intégrer que quelqu'un qui a un gros handicap physique. Donc il faut prendre en compte le fait que dans la vie, il y a des gens qui ont des handicaps cognitifs ou comportementaux et essayer, dans la mesure du possible, voilà, d'être plus empathique avec ces gens-là, de les accueillir un peu plus. Comme c'est, je crois, le cas dans d'autres pays, à mon avis, où on est un peu plus patient d'une façon générale. Alors il y en aurait environ 8000 en France. Hein, c'est pas énorme, effectivement, mais est-ce qu'ils sont vraiment recensés de façon exhaustive? C'est pas sûr, puisque la plupart des enquêtes épidémiologiques, comme celle ici par exemple, se sont faites après 60 ans, presque toujours, et souvent après 65. Donc le nombre de malades jeunes, on ne peut pas dire qu'il soit connu avec une bonne précision. Il est connu par les demandes d'ALD, d'exonération de tickets modérateurs, et ça fait environ 8000 personnes, qui est probablement, tout le monde s'accorde à dire que c'est probablement un chiffre un peu sous-estimé. Voilà, enfin bon, il n'y a pas... mais c'est à peu près ça, on dit 8000 environ. Les gens sont censés venir, donc il y a tout un tas de Voilà. choses qui échappent là. Les gens sont censés venir. A priori, les gens jeunes viennent parce que la gêne et le retentissement est tel qu'il est probable qu'ils n'échappent pas à une médicalisation à un moment ou à un autre. Hein, ça, c'est vrai. Malades jeunes, il faut aussi compter, par exemple, il y a d'autres populations qu'on commence à voir, par exemple comme les trisomiques qui développent des maladies d'Alzheimer. Ça aussi, ça fait un petit contingent de patients jeunes qui posent des problèmes, qui posent aussi des problèmes spécifiques. C'est pour ça que je dis qu'ils sont sous-estimés, parce que vous ne comptez pas absolument toutes ces différentes populations. Comme ils vieillissent, et ils sont à risque de développer une maladie d'Alzheimer du fait même de leur trisomie, de leur anomalie génétique. Donc, comme ils sont mieux traités, mieux suivis, ils vieillissent, et à partir de 45 ans, parce que nettement plus tôt que les autres, ils développent des maladies d'Alzheimer, ce qui perturbe profondément d'abord leur famille. Ça, c'est la démence par-dessus le handicap. C'est le même événement pratiquement que s'il n'y avait pas de handicap auparavant. Ça a été
une relative surprise depuis que je connais un peu ces patients et leurs familles. Et la prise en charge qui jusque-là était assez bien codifiée, avec souvent le CAT dans la journée, enfin, les gens sont bien organisés. Et là, la survenue de la démence prend tout le monde de court parce que les structures sont plus adaptées. Au CAT, on n'arrive plus à les garder. Et là encore, on se retrouve avec le problème de l'hébergement. Pour les trisomiques âgés, c'est pareil, les maisons de retraite, c'est pas forcément des lieux très adaptés. Et alors, il y a deux choses qu'on peut espérer. Il y a là, j'allais dire, du côté de ce qui est encore la science-fiction, on peut espérer des traitements, quand même. On y travaille. Il est bien évident que dans ce cas, ça serait particulièrement utile et formidable de pouvoir traiter les personnes jeunes précocement et vraiment retarder ou empêcher l'évolution de la maladie. Mais ça, je pense qu'on peut dire qu'on n'en est pas quand même encore là. Et l'autre chose, sinon, c'est d'améliorer la prise en charge psychosociale de ces personnes en donnant peut-être des allocations à leurs conjoints pour qu'ils puissent se faire aider à domicile. Ce qui est déjà le cas quand même. Hein. La maison départementale des personnes handicapées est capable de débloquer des moyens d'aide à domicile pour garder les personnes jeunes qui sont assez conséquents. Hein, ça, quand même, c'est intéressant, il faut le dire. Hein, ça permet à certains conjoints, par exemple, de continuer à travailler, puisque nous-mêmes, on ne leur conseille pas de rester 100% de leur temps auprès d'un conjoint malade. Certains choisissent de le faire. Je trouve que c'est très dur. Bon, c'est leur droit et c'est leur choix, mais ce n'est pas quelque chose forcément qu'on leur conseillerait. Donc en fait, il faut apporter, si on n'apporte pas de solution à la maladie, il faut apporter des solutions de substitution, hein, et comme on le disait tout à l'heure, donc finalement des moyens à domicile et puis pour un peu plus tard des allocations ou des subventions pour des accueils temporaires, puis définitifs. Hein, je pense que bon, c'est raisonnablement, ça peut être un peu comme ça que ça se passe.